Vous écoutez On lit pour vous. Demain matin, le troc l'attend. Un texte de Suzanne Colpron paru le 12 juillet 2026 dans la presse. Il y a à peine quelques années, il ne savait même pas ce que représentait un succès en librairie. Aujourd'hui, son essai « Ordure » fait jaser aux États-Unis et en Europe. Malgré ce triomphe, Simon Paré-Poupart continuera à ramasser des déchets parce que c'est ce qu'il aime le plus. Rencontre avec un passionné qui a plus d'un tour dans son sac. 13h35, rue Saint-Hubert, sur la terrasse du pub Zéro Déchet La Cale. Simon Paré-Poupart, 40 ans, arrive de Cartierville, où il a ramassé des déchets de 6 heures du matin à 13 heures. Camisole fleurie, short marine, souliers de course noire, sac à dos et quelques minutes de retard parce qu'il ne trouvait pas de stationnement. Il dépasse le restaurant sans le voir, en courant à toute vitesse, puis revient en courant à toute vitesse. « C'est bien moi ça », lance-t-il en s'excusant avec le sourire. Il s'assoit, commande un cocktail sans alcool, concombre, hibiscus, pamplemousse, et parle pendant 2 heures sans jamais sembler fatigué. Depuis plus de 20 ans, Simon Paré-Poupart gagne sa vie en travaillant comme éboueur. Ce matin-là, il a ramassé 20 tonnes de déchets, l'équivalent de 2 autobus scolaires pleins. Et depuis l'automne 2024, il est aussi devenu écrivain. Son livre, Ordure, journal d'un vidangeur, connaît un succès qui dépasse largement le Québec. Plus de 60 000 exemplaires vendus, prix des libraires 2025, une version anglaise, Trash, publiée en 2026 aux États-Unis, 10 traductions en cours et une récente tournée médiatique à Paris. France Culture, RFI, Radio-Télévision Suisse, Le Monde, l'Humanité. Jusqu'à 4 entrevues par jour pendant une semaine. Le New York Times l'a même cité parmi la liste des essais incontournables de 2026. Surpris? Oh oui, je ne m'attendais à rien, dit-il. Je ne savais même pas c'était quoi, un succès en librairie. On m'aurait dit que c'était 1000, 2000, 3000 exemplaires vendus, je l'aurais cru. Depuis, les projets se multiplient. Simon Paré-Poupart travaille actuellement à la scénarisation d'un long-métrage de fiction inspiré de son milieu. L'ONF prépare un documentaire sur des éboueurs. Un autre réalisateur, François Blouin, le suit dans son quotidien pour explorer sa philosophie de vie et son rapport aux objets abandonnés. Une pièce de théâtre tirée du livre, un livre de photos et un deuxième essai sont aussi en préparation. Le plaisir de forcer. Malgré tout ça, il continue à ramasser des déchets. « Vidangeur, c'est ce que j'aime le plus », dit-il. Il lui est arrivé de ramasser jusqu'à 8 tonnes d'ordures à l'heure. 8 tonnes? Ça représente le travail de 3 cols bleus pendant 8 heures. Moi, je l'ai fait en 1 heure. On n'est pas dans les mêmes registres. Nous, on est très, très compétitifs. Ses collègues et lui se décrivent comme des mercenaires. Si une entreprise finit trop tard, par exemple, ils vont voir ailleurs. Certains peuvent faire 50 heures de travail en 3 jours, pour des salaires comparables à ceux de médecins généralistes. C'est pas un syndicat, c'est les gars, en négociant de gré à gré, qui ont réussi à se donner des salaires comme ça, dit-il. Le niveau de rentabilité, de professionnalisme qu'on a, sans se blesser, de façon sécuritaire, ça vaut cher. L'intello qui a rangé ses préjugés. Tout a commencé quand il avait 18 ans. Ado introverti, fils d'un père alcoolique, Simon Paré-Poupart a suivi les conseils de son beau-père. « Va-t'en courir en arrière d'un camion de vidange, ça a l'air que c'est tough. » La rencontre avec ce monde-là a été un choc. « Dans ma tête, c'était des gros épais, » confie-t-il. Puis il a travaillé avec eux. Il a vu la complexité, la fierté, la solidarité devant la charge de travail. En parallèle, il a accumulé les diplômes. Bac en psychosociologie, études en journalisme, maîtrise en administration publique.
Il parle de Karl Marx et de l'aliénation, de Gunther Anders et de la machine qui rend la vie facile au détriment de l'homme. L'homme rend la vie facile à la machine et difficile à l'homme. En tout cas, dans les vidanges, c'est ça, constate Simon Paris-Poupard. Ce qu'on jette. Éboueur depuis 2003, Simon Paris-Poupard observe nos habitudes de consommation de près. On trie un peu mieux, mais on produit autant, dit-il. La hiérarchie des 3 R, réduire, réutiliser, recycler, on la respecte très peu. Il voit aussi les inégalités sociales dans nos poubelles. Dans les quartiers riches, on recycle davantage parce qu'on a l'espace pour trier. Dans les quartiers densément peuplés, les déchets débordent, non pas parce que l'on consomme plus, mais parce qu'on est entassé. L'urbanisme n'a pas été conçu pour mettre et disposer des déchets, remarque-t-il. Gratuivore. Son rapport aux déchets a totalement changé sa manière de vivre. Il n'achète presque rien. Ses vêtements sont donnés ou récupérés, son mobilier trouvé dans les poubelles. Sa fille de 6 ans sort même parfois de la voiture avec lui quand il repère un tas d'ordures sur le bord de la route. Elle n'a aucun préjugé lié aux déchets, dit-il. Elle trouve des trésors comme moi. Simon Paris-Poupard récupère des objets trouvés dans les ordures, métal, mobilier, outils, accessoires, qu'un ami revend ensuite sur Marketplace. Je n'achète rien. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un vendeur, parce que je ne sais pas combien valent les choses, explique-t-il. Jusqu'à quel âge compte-t-il ramasser les ordures? Présentement, je cours derrière le troc avec un monsieur qu'on appelle affectueusement le bonhomme. Il a 57 ans, c'est un modèle. Questionnaire sans filtre. À quoi ressemble ton été idéal? Ne pas me blesser. Tous les hivers, j'ai peur de me blesser. L'été, c'est là que j'ai mon plus gros fun, que je trouve du stock. J'ai déjà manqué mon été parce que j'étais blessé. Mer ou lac? Avec la famille, on va passer des vacances dans un chalet au bord d'un lac. Sinon, ça serait 0. Je n'irai pas. Je suis vraiment plate. Moi, j'aime faire des choses. Une personnalité que tu aimerais rencontrer. Il y en a 3. Gaspard Noé, Climax, Enter the Void, Love, Seul contre tous, Vortex, mon réalisateur préféré. Denzel Washington, parce qu'il a ramassé les vidanges dans sa vie et qu'il incarnait un vidangeur dans Fences. Et Georges Saint-Pierre, qui a fait les vidanges pendant 2 ans. J'aimerais qu'il vienne faire les vidanges avec nous. Je crois que ce serait un bon défi pour lui. Un livre que tu veux lire. Le quai de Wigan de George Orwell. Qui est Simon Paris-Poupard? Né à Montréal en 1985, en couple depuis 20 ans, père de 2 filles de 2 et 6 ans. Éboueur depuis l'âge de 18 ans, titulaire d'un baccalauréat en psychosociologie et d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Auteur d'Ordures, journal d'un vidangeur, paru en 2024 et vendu à plus de 60 000 exemplaires. Gratuivore, adepte de la récupération et de la déconsommation. C'était Demain matin, le troc l'attend, un texte de Suzanne Colpron paru le 12 juillet 2026 dans la presse. Burger et Fraction, un texte de la rédaction paru le 23 mars 2024 dans Québec Science. Dans les années 1980, la chaîne de restaurants A&W a lancé un burger pour concurrencer le célèbre quart de livre de McDonald's, moins cher, plus gros, avec plus de viande. Pourtant, ce fut un échec à cause des faibles habiletés mathématiques des consommateurs. Avez-vous déjà mangé un quart de livre dans un restaurant McDonald's?
Ce burger est un des plus grands succès de la chaîne. Son nom fait référence au poids de la boulette de bœuf qu'il contient. Simple et efficace. Dans les années 80, aux États-Unis, la chaîne A&W a donc eu l'idée de lancer un burger concurrent, le tiers de livre. Une boulette de bœuf plus grande, pour le même prix. Tous les ingrédients étaient réunis pour un grand succès commercial. Au contraire, ce fut un énorme échec. Pourquoi? A&W a mené son enquête pour comprendre les raisons de cet échec cuisant. Était-ce le goût? Non, les consommateurs étaient très satisfaits de la saveur de ce burger. En fait, les consommateurs n'avaient pas compris que la boulette de bœuf était plus grande. Ils ne voulaient donc pas payer le même prix pour une boulette de bœuf plus petite. Sauf qu'un tiers de livre représente plus de 150 grammes et un quart de livre environ 115 grammes. Tout vient donc d'une erreur de calcul. Les clients estimaient que, parce que 4 est plus grand que 3, un quart, 1 sur 4, est aussi plus grand qu'un tiers, 1 sur 3. Alors que c'est l'inverse, comme on l'apprend en maths. Les mangeurs de burgers feraient donc bien de réviser leurs fractions. L'anecdote est cocasse, mais elle rappelle l'importance des mathématiques dans notre quotidien. Chaque jour, on doit interpréter et comprendre des chiffres et des statistiques. Les rabais à l'épicerie, les recettes de cuisine, par exemple. Aussi, les notions de base en mathématiques nous aident à avoir un esprit critique en regardant les actualités. Il est donc important de les maîtriser, pas seulement pour bien choisir son burger. C'était Burger et Fractions, un texte de la rédaction paru le 23 mars 2024 dans Québec Science. Des Premières Nations dénoncent un traitement inégal d'Hydro-Québec. Un texte de Jean-Michel Cotenoir avec la collaboration d'Alexandra Anger. Paru le 22 juillet 2026 dans Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue. 4 communautés des Premières Nations de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais dénoncent un traitement qu'elles jugent inégal de la part d'Hydro-Québec à l'égard des différentes communautés autochtones en lien avec des projets de développement hydroélectrique. Les chefs des Premières Nations Anishinabeg d'Abitibi-Winni, Lac-Simon, Kitsisakik et Kitigan-Zibi disent constater un contraste saisissant avec l'attitude adoptée envers différentes Premières Nations. Par voie de communiqué, ils soulignent avoir signé le 15 juillet 2024 une entente de principe avec le gouvernement du Québec afin de conclure un règlement pour des préjudices historiques causés par les aménagements hydroélectriques sur leur territoire. Ils stipulent que les négociations entourant cette entente ont été interrompues unilatéralement par Hydro-Québec en juillet 2026 en raison de désaccords portant sur les aspects financiers. La décision d'Hydro-Québec de couper les discussions avec les Anishinabeg contraste avec l'ouverture dont la société d'État fait preuve dans d'autres dossiers lorsqu'elle juge économiquement opportun de poursuivre le dialogue, dénonce la chef de la Première Nation Abitibi-Winni, Chantal Kistabiche. 2 poids, 2 mesures. Sans nommer directement Pessamit, dont les membres de la communauté ont récemment rejeté une entente qui aurait généré jusqu'à 7 milliards de dollars sur 50 ans, les chefs déplorent un traitement différencié selon le potentiel de développement hydroélectrique associé au territoire des Premières Nations concernées. Nous sommes profondément préoccupés de constater qu'Hydro-Québec semble réserver ses efforts de dialogue aux communautés dont les territoires présentent un intérêt stratégique pour ces projets énergétiques, alors que les communautés ayant subi des impacts historiques, mais présentant moins de potentiel énergétique à court terme, sont écartées de toute démarche sérieuse, mentionne par communauté le chef Jean-Guy White Duck de la Première Nation de Kitigan-Zibi.
Les droits des Premières Nations ne sont pas fonction du nombre de mégawatts additionnels qu'elles peuvent offrir, stipule un extrait du communiqué. Les chefs demandent au gouvernement du Québec et à Hydro-Québec d'assumer leurs rôles respectifs et d'appliquer les mêmes principes d'équité à l'ensemble des Premières Nations. Les obligations constitutionnelles de la Couronne, tout comme le devoir de consultation et l'obligation d'agir honorablement envers les peuples autochtones, s'appliquent à toutes les Premières Nations, sans distinction, ajoute le chef de la Première Nation de Kitsisakik, Édouard Brazeau, également par communiqué. Prêt à se rasseoir à la table. En entrevue, Jean-Guy White-Dock assure que les Premières Nations Anishinabeg sont prêtes à se rasseoir à la table de négociation. Nous, on n'a jamais fermé cette porte-là, mais il faut que ce soit équitable aujourd'hui et à long terme. Les retombées à long terme, il faut que ce soit là aussi. On regardait les autres ententes qu'ils ont signées, ce ne sont pas les meilleures ententes pour les Premières Nations. Les cris, par exemple, ce qu'ils ont eu, ce n'est pas fantastique non plus parce que les barrages sont là. Ils continuent à aller chercher des revenus importants chaque année. Ces retombées devraient être continues pour les Premières Nations. Si c'est continu pour Québec, ça doit être continu pour les Premières Nations aussi, insiste-t-il. Hydro-Québec se dit ouverte. Dans une déclaration écrite, Hydro-Québec assure avoir négocié de bonne foi et dans le respect avec les 4 communautés Anishinabeg et que des progrès significatifs ont été réalisés. La Société d'État affirme respecter les principes de réconciliation et avoir formulé des propositions cohérentes avec les ententes existantes et un traitement équitable des communautés sans négliger le contexte et les enjeux propres à chacune. Malgré les efforts déployés de part et d'autre, les échanges n'ont pas permis de réunir les conditions nécessaires à la poursuite des négociations à court terme. Cette conclusion ne remet toutefois pas en question la poursuite de nos relations avec les communautés ni notre disponibilité à échanger avec elles. Puisque les échanges entre les parties sont de nature confidentielle, nous ne commenterons pas davantage. Écrit Hydro-Québec. C'était « Des Premières Nations dénoncent un traitement inégal d'Hydro-Québec ». Un texte de Jean-Michel Cotenoir avec la collaboration d'Alexandra Anger, paru le 22 juillet 2026 dans Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue. La production de fraises au Québec prend un virage hors sol. Un texte de William Thériault, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. Fini les genoux dans la terre ou le dos plié. Bientôt, la fraise du Québec pourrait être cueillie hors sol, sous un abri de champs à hauteur d'homme. Citation. D'ici 3 à 5 ans, la moitié des fraises au Québec, ça va être du hors sol. Fin de citation. Guy Pouliot, copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot, lance cette prévision au milieu de ses terres à Saint-Jean-de-l'Île d'Orléans. Il désigne de la main ses plants surélevés de fraises, un sourire en coin. Plus de 50% de ces fraises d'automne poussent maintenant ici et les fraises d'été suivront. « J'y crois fermement », dit-il. Depuis 2014, M. Pouliot produit l'ensemble de ses framboises en hors-sol et il a ajouté les fraises à son répertoire en 2022. Les gains sont substantiels, jusqu'à 8 fois plus de framboises pour une même surface et une récolte doublée chez les fraises. Aujourd'hui, il est considéré comme le pionnier de cette technique agricole dans la province. En fait, c'est presque une obsession. Il s'inspire d'endroits avancés comme les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne et compte 3 employés en recherche à temps plein pour optimiser son rendement. Le concept va comme suit. On élève les plants de fraises avec des structures en métal, on les place en rangée, on les couvre d'un abri et on installe des gouttières ou un système d'irrigation qui fournira eau et engrais. Ce n'est pas encore connu du grand public, mais la mouvance est bien réelle. Les 12 plus grands producteurs de fraises du Québec, qui sont derrière environ 85% des paniers, commencent à investir ou à s'y intéresser. Citation. Ils ne le savent peut-être pas encore, tous les producteurs, mais ça va être un passage obligé. Fin de citation, estime Guy Pouliot. Le climat force l'adaptation.
La curiosité initiale pour le hors-sol au Québec venait d'une volonté d'innover pour rivaliser avec d'autres pays malgré les salaires plus élevés des travailleurs. Puis, la météo s'est invitée à la table. En plus de l'augmentation de la température moyenne, les agriculteurs d'ici doivent désormais composer avec des extrêmes météorologiques qui se multiplient, des épisodes de chaleur, des gels hâtifs ou tardifs, une pression accrue de certains ravageurs et maladies et une augmentation de l'érosion des sols. Citation. Dans les dernières années, on a vu des changements radicaux. Avant, c'était de la pluie étalée. Maintenant, ce sont des averses de 120 ou 130 mm. Ça a un impact sur notre production. Fin de citation, rapporte Olivier Parent, directeur général de la ferme François Gosselin, à une douzaine de kilomètres de son collègue. En 2023, les restes de l'ouragan Debby ont provoqué des dégâts qui ont coûté plus de 1 milliard à la financière agricole du Québec. Les 2 années suivantes, d'autres pluies ont engendré d'importantes pertes dans les champs, notamment pour la fraise. Ainsi, il faut trouver une solution. Chez les Gosselin, le hors-sol est encore un prototype. À 25 000 paniers sur les 2,5 millions qui seront générés en 2026, on parle de 1 % des fraises. Citation. Pour l'instant, c'est notre 2e année, fait savoir M. Parent. On collige des données et on évalue si l'an prochain, on ajoute 2,5 hectares. On pense qu'il y a des gains à aller chercher, que la qualité n'est pas diminuée et qu'il y a des avantages pour la conservation. Le consommateur ne verra pas de différence. Ça fait vraiment une belle fraise, le hors-sol. Fin de citation. Des subventions pourraient aider. La manœuvre est cependant coûteuse, près de 1 million de dollars chez Gosselin pour quelques tunnels. Il faut aussi préparer le terrain, pieuter, bâtir la structure, installer le couvre-sol et le système d'irrigation, puis entretenir tous les équipements. Ce n'est pas à la portée, par exemple, des plus petits acteurs du milieu. Citation. Pour le producteur, c'est un peu insécurisant d'investir, soutient Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec au téléphone. Surtout avec la compétition déloyale des pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales et sociales que nous, comme le Mexique. Fin de citation. L'industrie demande maintenant au gouvernement du Québec d'instaurer des subventions pour les abris de champs destinés au hors-sol. Bien que des programmes pour s'adapter au changement climatique existent, rien ne vise cet aspect précis. Joint par la presse, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, n'a pas promis d'enveloppe spécifiquement consacrée au hors-sol, même s'il encourage la technique. Citation. « Nos entreprises innovent pour rester compétitives. C'est beau à voir et ça contribue à notre autonomie alimentaire. » Fin de citation, a-t-il salué par écrit. Plusieurs cultures s'adaptent aux aléas climatiques. À travers le Québec, d'autres productions agricoles ajustent aussi leurs pratiques pour composer avec des épisodes climatiques plus fréquents ou intenses. Citation. « On observe notamment des adaptations en grande culture, en production maraîchère, en horticulture fruitière, en acériculture et dans les plantes fourragères. » Fin de citation, énumère le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, MAPAC. En plus de la culture hors sol, ces changements passent par des choix de variétés plus tolérantes, une meilleure gestion de l'eau, l'ajout de cultures de couverture pour préserver la santé des sols, l'aménagement de haies brise-vent ou de bandes riveraines et l'installation d'équipements de protection comme des filets, des ombrières ou des tunnels. C'était « La production de fraises au Québec prend un virage hors sol », un texte de William Thériault, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. Les revenus de TVQ sur le commerce en ligne hors Québec dépassent le milliard de dollars. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. La somme de taxes de vente du Québec, TVQ, perçue sur le commerce électronique d'entreprises hors Québec,
a dépassé la barre du milliard de dollars pour l'année financière 2025-2026, qui a pris fin le 31 mai 2026, en atteignant 1,011 milliard de dollars. Revenu Québec attribue cette croissance à ces entreprises établies en dehors de la province qui sont obligées de percevoir la TVQ depuis 2019 et aux nouvelles habitudes de consommation des Québécois. D'abord révélés par une demande d'accès à l'information du Journal de Montréal, ces nouveaux chiffres ont été confirmés au devoir par Revenu Québec. En 2024-2025, le gouvernement du Québec avait perçu 881 millions de dollars pour cette catégorie de commerce, alors qu'en 2023-2024, la somme de TVQ perçue était de 773 millions. Selon Revenu Québec, cette augmentation du montant dans les poches de l'État reflète notamment l'évolution des habitudes de consommation et la croissance continue des achats effectués en ligne. L'agence chargée de la perception des taxes et impôts mentionne aussi dans sa déclaration écrite ses efforts soutenus pour assurer le respect des obligations fiscales des plateformes numériques et des fournisseurs situés hors Québec. Grâce à des activités continues de contrôle et de sollicitation, Revenu Québec veille à ce que les entreprises assujetties soient inscrites et respectent leurs obligations de perception et de remise. C'est seulement depuis 2019 que le gouvernement oblige les entreprises étrangères et canadiennes hors Québec qui vendent des produits ou services au Québec à percevoir la TVQ et à leur verser les montants reçus. Plusieurs détaillants comme Temu et entreprises fournissant des services en ligne comme Netflix ont été touchés. L'objectif de ce règlement était de garantir une concurrence loyale entre les entreprises établies au Québec et celles à l'étranger. Les résultats observés depuis 2019 témoignent de l'efficacité de cette approche qui favorise une plus grande conformité fiscale tout en contribuant à l'équité entre les entreprises qui exercent leurs activités au Québec, soutient Revenu Québec. Plusieurs sources de TVQ. Plus précisément, du milliard de dollars en taxes perçues par Québec sur les achats en ligne des entreprises hors de la province en 2025-2026, 63 millions proviennent de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui perçoit la TVQ sur les biens vendus électroniquement et qui traversent la frontière par la poste. Une somme de 294 millions de dollars est ensuite attribuée aux services en ligne d'entreprises à l'extérieur du Canada, alors que Québec a enregistré 166 millions de dollars de taxes liées à des ventes de services et produits par des entreprises canadiennes hors Québec. Finalement, 488 millions de dollars proviennent de la TVQ perçue sur les biens transitant par des entrepôts en raison de mesures d'harmonisation du régime de la taxe québécoise à la TPS d'Ottawa. C'était les revenus de TVQ sur le commerce en ligne hors Québec dépassent le milliard de dollars. Un texte de Léo Mercier-Ross paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir.